Mon colonel, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir ici à l'école militaire. Alors vous avez, mon colonel, un parcours très riche. École spéciale militaire de Saint-Cyr, école de guerre. Vous avez eu un certain nombre de missions de haut commandement, donc que ce soit au centre de planification, des missions à l'OTAN et aujourd'hui justement des missions d'encadrement à l'école militaire. Présentez-nous ce parcours si riche, mon colonel. Merci Ali. Je suis ravi de vous accueillir à l'école militaire au sein de la chaire de tactique générale et d'histoire militaire qui appartient au centre de doctrine et d'enseignement du commandement de l'armée de terre. Écoutez, mon parcours est riche comme beaucoup de parcours de mes camarades officiers. Donc Saint-Cyrien, j'ai choisi l'artillerie et j'ai servi dans nombre d'unités d'artillerie tout d'abord, avec des missions d'opérations extérieures assez importantes. Et puis j'ai eu la chance aussi d'encadrer régulièrement des élèves ou des stagiaires, des élèves officiers à Couët-Quidan, aux écoles militaires de Saint-Cyr-Couët-Quidan où j'ai pu encadrer des jeunes, mais aussi à l'école de Guerre-Terre aujourd'hui où je participe indirectement à leur formation au travers de ma fonction au sein de la chaire. Et puis c'est vrai que le commander un régiment, le 40e régiment d'artillerie qui était le mien, a été un grand honneur et d'une grande richesse humaine. Et j'ai pu partir avec ce régiment en mission, en particulier au Moyen-Orient, pour lutter contre Daesh. Et j'ai également eu un certain nombre d'opérations au sein de la bande sahélo-saharienne, dans le cadre des missions que mène là-bas l'opération Barkhane, l'armée française. Alors justement, mon colonel, vous êtes un colonel à la fois de terrain, puisque vous avez été engagé sur les principaux théâtres d'opération de l'armée française, mais vous êtes aussi un colonel écrivain, si je puis me permettre, puisque vous écrivez de nombreux ouvrages, notamment pour le succès des armes de la France, que je montre ici, que je conseille à nos internautes et aux gens qui nous suivent de plus en plus nombreux sur France Business TV. Quel enseignement, mon colonel, tirez-vous de cette expérience, de ces différentes théâtres d'opération, parce que vous avez cité effectivement l'Afrique, mais on a aussi effectivement l'Afghanistan, l'Irak, l'ex-Yougoslavie, sont des zones très différentes, des conflits très différents. C'est quoi? Quel enseignement on en tire? Bon, d'abord, ce sont malheureusement des endroits où la guerre a sévi, qu'elle soit la guerre civile ou des conflits de plus ou moins grande intensité. C'est surtout des missions très différentes dans des milieux culturels très différents, avec des populations qu'il faut apprendre à connaître, des belligérants qu'il faut comprendre, qu'il faut parfois combattre. Et donc c'est toute cette richesse qui nous incite à réfléchir à l'environnement géopolitique à chaque fois que l'on part en opération, mais aussi à l'histoire finalement, car l'histoire nous permet souvent d'éclairer l'avenir ou d'éclairer le présent. Parce qu'elle explique beaucoup des raisons qui ont conduit à ces conflits, à ces crises. Et puis, au travers de ces expériences, les enseignements majeurs, c'est que l'armée française, l'armée de terre en particulier, s'adapte très facilement à l'ensemble des situations et mène à chaque fois un combat dont on peut être fier et dont les Français peuvent être fiers, parce qu'à chaque fois qu'on intervient là-bas, c'est aussi pour les protéger, c'est aussi pour protéger les intérêts de notre pays. Et je pense que nos soldats font à chaque fois de l'excellent travail dans ces diverses configurations. Alors justement, vous parlez de fierté de la France, de fierté de porter les couleurs de la France à travers l'armée française, qui est une armée les plus importantes aujourd'hui dans le classement mondial. Vous avez écrit justement un livre pour le succès des armes de la France, que je remontre ici à nos internautes et aux gens qui nous suivent. Quelle est la symbolique déjà de ce titre, pour le succès des armes de la France? Alors j'ai choisi ce titre parce que c'est le dernier mot des phrases d'investiture quand on prend un commandement, que l'on soit un capitaine qui va commander une unité élémentaire ou un colonel qui va commander un régiment. Et donc elle a tout son sens, parce que quand on nous confie le commandement d'une unité, le commandement d'hommes et de femmes dans un régiment par exemple, voilà, l'objectif c'est bien de se préparer au pire, c'est-à-dire au combat, et de faire en sorte que cette préparation nous mène au succès et à la victoire. Et le terme victoire est pour moi assez important,
notamment actuellement dans le cadre des réflexions que l'on mène sur les opérations, sur le bilan que l'on peut faire, des diverses interventions de ces dernières années. Je crois qu'il faut renouer avec le terme de victoire, et c'est un petit peu comme cela que j'ai initié mon ouvrage. C'est un petit peu la genèse de ce livre. Toute cette réflexion que j'ai menée sur la conflictualité du passé jusqu'à aujourd'hui et pour l'avenir, tout le credo reste d'obtenir la victoire. Obtenir la victoire. Alors vous obtenez la victoire aussi à travers votre engagement, puisque vous êtes en charge de la chaire tactique générale et d'histoire militaire de l'armée de terre. Je pense avoir pas écorché cette belle fonction. Quel est votre rôle au sein de cette chaire et quelles sont vos missions, mon colonel? Alors cette chaire a été recréée en 2019, mais elle a un bel héritage, puisque c'est le général Foch, à l'époque qui commandait l'école supérieure de guerre, qui l'avait créée en 1908. Donc je suis aussi très honoré et très humblement, je prends la suite de mes illustres anciens. Donc cette chaire elle a 3 missions principales. La première, c'est l'appui à l'enseignement des stagiaires ou des officiers de l'enseignement militaire supérieur. Je pense à l'école de guerre terre, bien évidemment, mais aussi à l'école d'état-major qui se trouve à Saumur, ainsi que d'autres officiers qui sont formés à l'ESSORSEM, l'école des officiers de réserve supérieure d'état-major, et également à l'école militaire des sciences et techniques qui forment des officiers à l'emploi des forces. Donc c'est très important pour nous, avec mon équipe, d'appuyer l'encadrement de ces stagiaires, de ces officiers qui viennent se former pour se préparer à des responsabilités de haut niveau. Et donc nous leur apportons notre expertise tactique sur la manœuvre, sur l'emploi des moyens, le combat interarmes, le combat aéroterrestre au sens large, mais aussi cet éclairage historique dont je parlais tout à l'heure, qui est important dans le cadre de la réflexion. On les met un petit peu en situation, par exemple lors d'études historiques sur le terrain, dans lesquelles ils se retrouvent en situation sur les terrains même de combat, à la place d'un chef qui a pu être celui de 1940, de 1944, de 1914. Et ils doivent réfléchir à la façon dont ils auraient eux-mêmes conduit la manœuvre qui a été confiée. Et c'est très intéressant de voir finalement comment l'histoire, c'est presque des uchronies, comment l'histoire aurait pu être faite différemment. Deuxième mission pour la chaire, c'est la réflexion et le conseil auprès des états-majors, de divisions par exemple, ou de corps d'armée. Là aussi, nous apportons notre expertise tactique de façon à faire progresser, à aider ces différents états-majors dans le cadre de leur préparation opérationnelle avant l'engagement. Et enfin, dernière mission, c'est le rayonnement et la réflexion, avec soit des documents, comme vous l'avez cité tout à l'heure, la revue de tactique générale aux soldats de France, mais aussi la participation à des colloques ou à des séminaires, voire même à des émissions comme la vôtre aujourd'hui, Ali. Alors, merci de ce beau témoignage. Justement, vous êtes un passionné d'histoire, on le sent, on le ressent dans votre discours. Vous apprenez donc les bonnes pratiques, donc justement à ces nouveaux militaires, à ces nouveaux chefs opérationnels, de ce qui s'est fait dans l'histoire. Est-ce qu'on a des exemples à partager avec les gens qui nous suivent? Alors, oui, il y a des exemples, mais on se refuse à faire des recettes. Je considère que l'histoire militaire appliquée, telle que je la définis, n'est pas une recette. Chaque situation, on peut retourner sur le même champ de bataille à des époques différentes, dans un contexte différent, avec des moyens différents. On ne conduira pas la même manœuvre, on ne conduira pas la bataille de la même façon. En revanche, il y a un certain nombre de principes que je décris dans mon ouvrage, des principes qui sont finalement qui sont invariables. C'est le principe de liberté d'action. Comment garantir sa propre liberté d'action à travers un certain nombre de choix, de décisions, de mesures de protection que l'on peut se donner. Le principe également d'économie des forces, qui ne signifie pas d'économiser ses moyens pour s'en garder sous le pied, si je puis dire, mais bien d'articuler correctement ses unités, donc ses équipes, son organisation de commandement, pour pouvoir réagir, être suffisamment modulable, pour pouvoir s'adapter à tous les canons conformes. Et puis il y a le principe aussi de concentration des efforts, moment clé au moment important, sur le lieu que l'on a identifié comme étant un point majeur du terrain, concentrer ses efforts, pas forcément ses moyens, mais tous les effets dont on dispose pour déséquilibrer l'adversaire et remporter finalement la victoire. Donc ça, voilà, ce sont ces principes que l'on essaye de faire partager aux stagiaires pour à chaque fois qu'ils conçoivent une manœuvre, qu'ils réfléchissent à des opérations, qu'ils gardent en tête ces grands principes et ces facteurs de succès qui doivent leur permettre de réussir et d'avoir la meilleure solution, la meilleure finalement formule, si j'utilisais un terme un peu chimique, la meilleure formule tactique qui leur permettra
de répondre aux problèmes qu'il aurait demandé, qu'il aurait donné à un moment particulier avec les moyens dont il dispose et qui sont différents qu'on soit en 1944, en 1950 ou en 2021. Alors vous partagez les succès, les recettes, mais adaptées au terrain. Est-ce que vous partagez aussi, vous faites des retours d'expérience sur les échecs? Est-ce qu'il y a des échecs? J'imagine que oui. Est-ce que l'armée de terre se remet en question et apprend aussi de ses échecs? C'est ce qu'on appelle le retour d'expérience. Alors on le fait naturellement à chaque fois qu'on part en mission. On fait un retour d'expérience sur ça, ces 4, 5, 6 mois passés en opération, voir ce qui a fonctionné, ce qu'il faut améliorer, que ce soit dans je dirais, le fonctionnement général des unités, mais aussi en termes de capacité. Ça permet aussi à l'armée de terre de faire évoluer son matériel pour qu'il soit le plus en adéquation avec les besoins du terrain. Mais également avec l'histoire militaire et avec les stagiaires, on joue ce rôle aussi d'avocat du diable pour leur expliquer les mauvaises décisions, les biais cognitifs par exemple de certains chefs qui ont conduit à des échecs, le non-respect d'un certain nombre de principes dont je parlais tout à l'heure, mais aussi le non-respect de la doctrine, parce que la doctrine c'est ce qui structure un peu l'emploi de nos forces. Et si les chefs ne l'utilisent pas, ne la connaissent pas, ne l'assimilent pas, ils vont pas forcément la mettre en place sur le terrain, et donc cela va conduire à des échecs. Et parfois aussi les échecs sont liés à la mauvaise, à des équipements qui ne seraient pas adaptés finalement à l'ennemi, ou qui ne correspondraient pas au terrain sur lequel on se trouve. Et donc là aussi c'est important pour ces futurs décideurs de pouvoir dialoguer avec l'ensemble des ingénieurs demain pour leur dire voilà, nous avons besoin de tel matériel qui est capable de faire telle chose, parce que les enseignements des différents théâtres d'opération nous apprennent que voilà, dans des conditions difficiles, grand froid, au contraire des grandes chaleurs, des zones très montagneuses, des zones désertiques, voilà, on a besoin d'équipements qui soient adaptés et pas uniquement à la géographie de la France métropolitaine ou d'outre-mer. Alors l'intelligence humaine et l'intelligence du matériel, si on comprend bien vos propos. Alors vous êtes également, mon colonel, rédacteur en chef de la revue tactique générale et du magazine Soldats de France. Vous pouvez nous en dire quelques mots? Alors le magazine Soldats de France, tout d'abord, c'est un magazine qui revient sur l'histoire militaire, les traditions des différentes unités, avec des témoignages de grandes figures, qu'ils soient d'ailleurs de jeunes soldats, des sous-officiers ou des officiers. C'est une façon de nourrir un petit peu la culture militaire de nos unités, de nos jeunes cadres, de nos jeunes soldats, avec, je dirais, des images, des cartes, choses d'assez attrayant qui correspondent un petit peu à la génération que l'on connaît aujourd'hui. En revanche, la revue tactique générale est davantage tournée vers de la réflexion sur des sujets propres à la manœuvre et au combat aéroterrestre. Le dernier opus parle du risque. C'est vrai que réfléchir au risque, à la prise de risque dans nos sociétés aujourd'hui, dans nos organisations, et bien évidemment au combat. On a tous entendu parler du caporal stratégique. Voilà, l'effet stratégique que peut avoir un soldat sur le terrain et les conséquences politiques, bien évidemment, de son action ou de ses paroles. Donc cette réflexion sur le risque est importante. Nous allons préparer une autre édition de cette revue tactique générale sur la logistique, qui est très importante. Sans logistique, la guerre se finit assez vite finalement. Et puis, on peut faire appel, grâce à cette revue, à des articles qui nous viennent de toute l'armée de terre, d'officiers généraux, mais aussi de sous-officiers, de jeunes officiers qui réfléchissent à ces questions, qui veulent partager leurs idées, partager leurs expériences et aussi leurs références historiques. On découvre parfois à travers ces articles des batailles ou des expéditions méconnues de l'armée française. On en découvre tous les jours, j'en découvre tous les jours, et on est parfois assez surpris. Alors on est aussi surpris quand on arrive dans votre bureau, puisqu'on voit des grands hommes de France, à la fois des soldats qu'on retrouve ici dans votre bureau, on voit des soldats engagés, on a vu des généraux. Ça fait quoi de faire partie du patrimoine historique militaire de France? Alors, on est très humble, parce que quand on regarde ces grandes figures, là vous avez derrière moi le maréchal Leclerc, pour qui j'ai un attachement très particulier parce que j'ai eu la chance de servir au sein de la 2e brigade blindée, qui est l'héritière de la 2e DB du général Leclerc. Et puis dans mon premier ouvrage, je racontais comment, avec mon unité, j'avais traversé la même route que lui quand il se rendait vers Koufra.
Et donc, j'ai retrouvé même une tombe d'un de ces soldats qui se trouve au nord du Tchad. Et donc, on voit ça avec beaucoup d'humilité. Mais en même temps, tous ces grands hommes, tous ces penseurs, parfois inconnus ou méconnus, nous apportent beaucoup en termes de réflexion, en termes d'enseignement. Et j'ai beaucoup de plaisir à les relire et à essayer d'être digne de de leurs expériences. Voilà. Je pense pouvoir dire aussi que il est difficile parfois d'arriver à la cheville de ces grands hommes. De ces grands hommes, et on pense aussi à Napoléon Bonaparte, puisque on ne peut pas parler de grands hommes sans parler effectivement de tout son apport pour l'armée et pour la France. Je pense notamment à l'école polytechnique et l'école spéciale militaire de Saint-Cyr, dont je suis issu, qu'il a créé. C'est vrai que Napoléon, au point de vue tactique, c'est quand même quelqu'un qui a su faire la synthèse de grandes réflexions qui l'ont précédé, de gens comme Guibert ou Follard qui l'ont précédé, ce que j'explique dans mon ouvrage. Et lui, il a su le mettre en pratique avec de vraies innovations, qu'elles soient techniques ou aussi, bien évidemment, opérationnelles. Mon colonel, vous évoquiez tout à l'heure un certain nombre de combats que mène notre pays contre le terrorisme, contre Daesh, contre la barbarie, et puis pour les intérêts de notre pays en France et à l'étranger. Quels sont les enjeux, selon vous, à la fois de la chaire tactique de l'armée de terre que vous représentez, mais aussi les enjeux auxquels doit répondre l'armée de terre de manière générale pour les prochaines années? Alors l'armée de terre vient de présenter son concept d'emploi des forces terrestres, dans laquelle, bien évidemment, la chaire de tactique générale va œuvrer dans les mêmes sens qui sont présentés dans ce document, c'est-à-dire de nous préparer aux conflits du futur, les conflits les plus probables ou les plus durs, en termes, bien évidemment, d'évolution technique et technologique. Aujourd'hui, les adversaires potentiels vont utiliser tout le panel des moyens modernes dont ils peuvent disposer. Je pense aux drones, par exemple, l'intelligence artificielle, au big data, tout ce qui touche au brouillage, et puis aussi à l'influence au sens large, bien évidemment. Et puis, face à nous, on aura des adversaires qui auront des équipements de plus en plus modernes et des équipements en masse. Les dépenses militaires dans le monde aujourd'hui ont dépassé celles qu'on avait connues à la fin de la guerre froide en termes de dépenses. Donc le monde devient très dangereux et donc il faut être capable de se préparer à toutes les conflictualités possibles. Et ça, ce sont des vrais enjeux. Et la chaire de tactique générale est là aussi pour réfléchir avec les autres structures du Centre de doctrine et d'enseignement du commandement à ces engagements possibles et aux enseignements dont on doit tirer pour s'y préparer, qu'ils soient en termes doctrinal, capacitaires, mais aussi d'entraînement et de réflexion tactique. Connaître son adversaire, les cultures de nos adversaires potentiels sont très différentes. Il faut apprendre à savoir comment ils réfléchissent, quels sont leurs propres socles de pensée militaire, qui sont souvent différents des nôtres, et donc essayer de mieux connaître son ennemi, et se connaître soi-même et connaître l'autre. Alors, ce sera les mots de la fin, bien se connaître soi-même et connaître son ennemi. Je vous remercie, mon colonel, pour ce témoignage très riche, passionnant, et j'espère qu'il y en aura d'autres. Et je n'en doute pas. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission sur France Business TV qui traite de l'actualité économique, sociale et des questions de défense. À bientôt. Merci mon colonel. Merci Ali.